Bonjour à tous, c'est Mélie Vélo, on se retrouve pour une nouvelle comparaison et on va vous parler de La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab qui a fait beaucoup de bruit. J'ai l'impression que c'est soit les gens adorent, soit les gens détestent. C'est un peu ce que j'ai retenu des romans de V.E. Schwab. J'ai l'impression soit on est d'un côté, soit on est de l'autre, mais il n'y a pas vraiment de juste milieu. Et écoutez, nous on fait plutôt partie de la team qui n'avons pas aimé qui n'avons pas compris la hype autour de ce roman. À savoir que moi je l'ai écouté en audio et en VO et Mélie l'a écouté en VF. En VO, ça c'est le point le plus positif de tout le récit. La narratrice est excellente, vraiment j'ai adoré la voix. Ça se prêtait très bien aux mots qui étaient choisis, c'était vraiment une caresse pour les oreilles, très agréable. Après, est-ce que ça peut justifier d'écouter ça pendant presque 20 heures et 697 pages exactement? Ça fait un peu long peut-être, si la suite ne suit pas. Eh bien écoutez, en audio VF, pardon, c'est la catastrophe. Voilà, c'est la maison d'édition Telem. Et apparemment, c'est quelque chose d'assez récurrent chez eux. On a l'impression d'avoir en face de nous un robot. Voilà, c'est hyper robotique. Vous savez, les robots un peu perfectionnés qui vous appellent maintenant sur votre téléphone pour vous vendre des trucs de l'État, là, bah, c'est un peu, enfin, des aides. C'est la même chose. Franchement, c'est insupportable, c'est plat, c'est haché, c'est désagréable. Voilà, donc autant vous dire que les 17 heures, parce que moi j'ai mis un peu en accéléré, ça a été très long. Ça a été très long. Mais je me suis accrochée. Je pense qu'il y a eu des moments où c'était ok. Et en fait, il y a d'autres moments où juste... Enfin, surtout une fois que j'ai fini le roman, je me suis dit, mais... Waouh quoi, c'était vraiment du temps perdu. Un pitch vite fait, ça va être très rapide. Adi Larue, c'est une personne dans les années 1700, 1600, je ne sais plus exactement. 1660. 1660 qui va être mariée de force et elle veut échapper à ça. Et dans son petit village, il y a une femme un peu sorcière qui lui a expliqué qu'il y a des dieux, mais que attention, si tu veux prier les dieux pour qu'ils exaucent un vœu, faut pas le faire après une fois que le soleil s'est couché, parce que sinon c'est d'autres dieux qui répondent et là ça craint un peu. Bref, elle essaye de prier les dieux du jour, ça marche pas et il y a un petit truc qui fait qu'en fait elle se retrouve avec un dieu malveillant du coup. Elle fait son vœu, elle l'exprime un peu mal, bref, il y avait de l'empressement, il y a plein de choses qui expliquent tout ça. Et voilà, elle qui rêvait de liberté et d'explorer le monde et de ne pas se retrouver emprisonnée à un homme qu'elle n'a pas choisi, elle se retrouve en fait à être immortelle et invisible. Enfin, c'est un concept d'invisible un peu en mode, elle peut être perçue par les gens, mais voilà, elle ne sera pas le centre de l'attention. Et quand elle est perçue, si elle est dans une pièce et que la personne s'en va, sort de la pièce, ferme une porte, etc., elle aura complètement oublié l'avoir rencontré. Donc du coup, impossible de tisser des relations longues. Voilà, plein de choses comme ça. Impossible en plus, elle ne peut pas détenir des choses matériellement. Enfin, les choses, elle n'a pas de possession, ses possessions finissent par disparaître. Sauf certaines choses qui sont un peu ensorcelées par le dieu malveillant. Voilà, je pense que ça résume un peu l'histoire. Donc en gros, là on vous a donné toute la substance du roman parce que, à mon sens, c'est l'intérêt même du livre, c'est ce don-là qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, qui est quand même assez original et qui a des limites avec lesquelles Adi va essayer auxquelles elle va devoir faire face, elle va être confrontée, puis avec lesquelles elle va jouer au fur et à mesure pour se les approprier et pour tenir tête aux dieux malveillants qu'on va quand même rencontrer un certain nombre de fois, puisque avec le don qu'elle a reçu, elle a aussi reçu l'immortalité. Donc c'est une femme qui ne s'abîme pas avec le temps, qui ne s'abîme pas avec l'âge, qui ne s'abîme avec rien du tout d'ailleurs, hein, parce que si elle se fait tirer dessus, agresser, frapper, voilà, il n'y a rien, aucun dommage du temps, aucun dommage physique n'a d'effet sur elle pendant toute la durée de sa vie. Alors elle ressentira quand même le dommage, donc elle aura quand même la douleur, mais elle n'en mourra pas et donc c'est plus une longue torture. Donc comme l'a dit Mélie, tout l'intérêt de ce livre, c'est cette idée-là qui est malheureusement assez mal exploitée. Je sais même pas par quel bout commencer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Par contre c'est vrai, on va faire le positif tout de suite.
c'est vrai que l'autrice et son personnage ont vraiment très bien su jouer avec les limites de ce, on va l'appeler don, mais c'est plus les conséquences de son vœu mal formulé. Et ça c'est vraiment assez chouette, et à la fin on a un petit fil rouge bien sympathique à travers l'art qui est plutôt bien fait. Voilà. Par contre, pour ce qui est de la dimension temporelle, malheureusement, toute la partie historique n'a pas été exploitée. Pourtant, on change de pays, et que ce soit les États-Unis, la France, il me semble, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir changé, à part que moi, en Italie audio, aussi. par moment, j'avais la narratrice qui avait un accent français en parlant anglais. J'ai trouvé ça très fun. Et historiquement parlant, on sait juste que le personnage a participé à la guerre en tant que résistante, mais sinon on a vraiment très peu de contexte historique, et c'est vraiment extrêmement dommage. Oui, il n'y a pas que la Seconde Guerre mondiale où elle a été résistante, elle a aussi été sur les barricades pendant la Révolution, mais globalement, c'est juste histoire de donner un contexte historique, mais c'est pas exploiter le contexte historique. Voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Là, c'est même pas une toile de fond en fait, c'est vraiment un paysage un peu flou dans lequel on balance que... En fait, je dirais même que ces interventions dans l'histoire, c'est pour donner un prétexte à un truc qui va lui arriver dans le récit pour elle en fait. C'est-à-dire que comme elle est résistante, ça va mal se passer pour elle, et du coup ça donne lieu à une nouvelle rencontre avec le dieu méchant là. Pareil, au moment où elle est sur la barricade, elle se fait à nouveau embêter, etc. Mais sinon, à part ça, il y aurait à mon avis eu plein de choses à dire sur les contextes historiques. Parfois, elle dit voilà, j'ai vu des éléphants, j'ai fait l'exposition universelle, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais c'est tellement vite dit, c'est tellement rapidement passé que c'est très dommage, parce que Mélo me le faisait remarquer, et c'est vrai que les descriptions sont plutôt jolies. Donc en fait, il y aurait eu moyen de mêler à la fois contexte historique et description sympathique, plutôt que juste de passer comme ça en vitesse. Enfin, en vitesse. Il faut que j'arrête de dire en vitesse, parce que, encore une fois, pour moi, le mot d'ordre, c'est que c'est super long. Ça dure une éternité. Et en fait, je pense que j'ai continué parce qu'à chaque fois, je me disais, mais ça y est, il y a un truc qui va arriver là, ça y est. En fait, à chaque fois, on est en mode, ah bah là, on attend le dieu, donc il va se passer quelque chose. Ah bah là, on attend, il va se passer quelque chose. En fait, non. Non, il se passe rien. Donc voilà, en plus de ce contexte historique qui est juste en mode anecdote, et encore, voilà. Moi, j'aurais aimé voir l'évolution, du coup, par exemple, de la place de la femme, entre 1600 et 2014. Il y avait moyen de faire. On ne voit pas ça du tout. Si, un peu. Un peu, parce que... on sent que c'est voulu par l'autrice. C'est pas exploité, mais c'est voulu par l'autrice. Parce que 2-3 fois, elle fait des remarques du mode, oh là là, qu'est-ce que serait bien d'être un homme, puis elle se travestit en homme, et puis oh là là, elle met un pantalon, et puis voilà. Mais on est d'accord que c'est du léger, hein. Très clairement, elle aurait pu exploiter la Ligue de libération des femmes dans les années 60. Voilà, ça, il n'y a absolument pas. Hein, voilà. Et donc du coup, oui, en effet, pour ce qui est des descriptions du vocabulaire, c'est très joli. C'est des descriptions dont on n'a pas l'habitude de voir. Ça utilise la météo, la nature pour décrire des regards, décrire des sentiments, décrire un physique. C'est sympa. Bon, au bout de 700 et quelques pages, ça fait un peu empoulé et un peu lent, comme le reste du récit. Mais c'est vrai que c'est très joli. Et c'est surtout super redondant. Moi, je n'en pouvais plus de ces yeux de mousse, et de ces yeux d'orage, et de ces yeux de ci, et de ces yeux de ça. Je n'en pouvais plus. Toujours dans les répétitions. Alors au début, d'ailleurs, c'est un truc un peu bizarre, c'est qu'au début, on alterne les périodes, pas forcément en mode 1600-2014, 1600-2014, mais 1600-2014, puis 1600, puis 1900 quelque chose, puis donc du coup, à l'audio, c'est assez compliqué de se représenter et de remettre tout dans l'ordre, surtout que voilà, elle enchaîne des relations. Donc, et comme il y a très peu de contexte historique, on peut pas essayer de remettre les uns par rapport aux autres en se basant sur voilà, ce qui existe dans le monde, ce qui a été découvert par l'homme, etc. On peut pas. Donc il y a ça. Donc au début on est en 1600, puis 2014, et on a l'impression... Donc du coup ça fait déjà plusieurs centaines d'années que l'héroïne expérimente les conséquences de son vœu. Et en fait, elle nous l'explique comme si elle le découvrait en même temps que nous en 2014. Alors bon, le but c'était que nous on comprenne bien. Donc voilà, je comprends que c'est pas l'héroïne qui découvre, mais
mais c'est mal fait, je trouve. J'ai trouvé ça très bizarre et ça aurait pu être fait autrement pour que ce soit clair pour le lecteur et qu'en même temps ça fasse pas un effet de le personnage au bout de 300 ans il découvre ce qui lui arrive, quoi. Je ne me souviens pas de l'avoir ressenti à la lecture, donc voilà, peut-être que j'ai pas été assez attentive ou quoi, mais c'est vrai que ça j'ai pas... Au début j'étais plutôt en mode ah bah c'est sympa, pourquoi pas, enfin voilà, donc j'ai pas fait attention à ça. Et du coup j'ai pas fait le lien avec la redondance, mais donc on nous explique ça au tout début. Mais on nous le réexplique en paraphrasant avec d'autres manières, hein. Elle arrive à trouver plus ou moins d'autres mots, d'autres formulations pour nous l'expliquer pendant 700 pages. Et voilà, elle exploite un petit peu trop le principe de Addie est invisible et on réexplique comment ça se fait qu'elle est... Enfin, on réexplique qu'est-ce que veut dire cette invisibilité-là. Ah, j'ai trouvé ça long. Addie va à la boulangerie, elle est invisible parce qu'elle fait ça. Enfin, c'est des exemples qui n'ont peut-être pas eu lieu. Puis Addie va chercher des vêtements et on te réexplique le concept d'invisibilité autour de ça et ainsi de suite. Puis dans toutes les relations et compagnie. Oh, c'est vraiment dommage. Parce qu'en fait, ça ce sera ma conclusion, mais je vous la donne maintenant. Si ce livre avait été une nouvelle de 150 pages, mais ça aurait été parfait parce que l'idée est très bonne. Du coup, 150 pages, s'il n'y a pas de contexte historique très fort, c'est pas bien grave. Et ça aurait pu faire un très très beau récit parce qu'il y a quand même quelques thématiques abordées qui sont bien. Voilà, je crois qu'on peut s'arrêter maintenant du coup, parce que la conclusion est donnée. Non, globalement, je suis tout à fait d'accord avec Mélo. C'est ça en fait, c'est au début, on va dire, les premières heures d'écoute, j'ai trouvé l'idée originale, j'ai trouvé ça sympa, je sais pourquoi pas. Et puis après, c'est juste toujours la même chose. Alors dans un autre contexte, hein, mais c'est toujours la même chose. En gros, on va tourner entre une explication, enfin une nouvelle époque, une explication du don de Addie dans cette époque, l'arrivée ou pas du démon, hein, parce que parfois il vient, puis parfois il lui fait des petites surprises en mode ah bah non, je viens pas. Une petite relation amoureuse qui lui fait trop mal au cœur parce qu'elle sait très bien que le lendemain ce sera fini, mais que du coup si elle retourne dans le même bar et qu'elle rejoue la même chose, et ben ça va re-arriver, donc pourquoi pas, ça l'attente, etc. Jusqu'au moment où il y a quand même un événement déclencheur, voilà, qui arrive, je sais pas, aux 2/3 peut-être. Enfin moi ça m'a paru les 2/3. Elle rencontre quelqu'un qui la voit. Voilà. Et qui se souvient d'elle surtout. Enfin... Oui, pardon, mais je vais pas en dire plus parce que les raisons du pourquoi, du comment, moi ça m'a paru assez évident, assez vite, hein. C'était pas non plus quelque chose de super bien caché. Mais du coup, c'est le deuxième personnage de cette histoire, si on accepte le démon qui est quand même très présent, qui est relativement intéressant. Voilà, c'est un personnage masculin, je veux pas en dire trop parce que. Il arrive quand même sur le tard, donc ce serait dommage de vous gâcher cette si belle surprise, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que c'est le personnage qui m'a presque paru le plus normal dans cette histoire, hein, voilà. Oui, à l'arrivée de ce personnage, j'ai eu un petit regard d'intérêt. Je me dis, ah, au moins lui, il est intéressant. On aborde des thématiques un peu plus psychologiques. Et voilà, je me suis dit, bah du coup, c'est peut-être on vient de découvrir le but de ce récit, et même pas forcément. Pareil, au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu marre qu'on nous répète un petit peu les caractéristiques psychologiques de ce personnage, mais, mais quand même, il faut saluer la thématique abordée. Oui. Non mais parce que en fait le système reste le même, hein, c'est-à-dire qu'on a un nouveau personnage, après les chapitres entre les siens et ceux d'Addie vont s'alterner, mais globalement pour lui elle utilise la même recette. Bah, on explique qui il est et quelle est sa spécificité, et puis après il rencontre un nouveau personnage dans un nouveau contexte et on réexplique qui il est avec sa spécificité, et etc. Une autre chose, ça c'est peut-être un des points qui m'a vraiment dérangée sur le fond, c'est qu'on part d'un personnage en 1660 qui est plutôt féministe, qui rêve de liberté, d'explorer le monde, d'apprendre des choses, et voilà, elle n'a pas l'air d'être absolument passionnée par les hommes, passionnée par l'amour, ni quoi que ce soit, et en fait, après du coup les conséquences de son vœu, son don là, au lieu d'en profiter pour explorer le monde, être libre, découvrir des choses, apprendre des choses, mais en fait elle n'en fait qu'enchaîner les relations amoureuses, principalement avec des hommes, mais il y a aussi des femmes, donc voilà, on aborde vite fait le thème de la bisexualité, mais c'est vraiment très vite fait, et ça anecdotiquement, comme pour l'histoire. Et voilà, et en plus c'est des histoires amoureuses qui sont pas forcément touchantes. Bah déjà elles sont très brèves, mais elles se répètent énormément. Elles ne sont pas creusées, elles ne sont pas profondes, et
Je sais pas, je ressentais pas les sentiments d'Adi, malheureusement. En fait, les sentiments d'Adi, on sent quand même qu'elle est seule. Elle se sent seule, triste et désespérée. Maintenant, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'elle aurait eu moyen d'aller faire autre chose. Enfin, je veux dire, il y a eu de très grandes femmes exploratrices dans le monde qui, à mon avis, en avaient marre des hommes et qui voulaient pas se faire imposer des trucs. Elles ont trouvé moyen de faire des trucs absolument incroyables dans leur vie. Sans compter que là, personne la voit. Elle peut limite braquer une banque sans que personne la retienne. Ça durera pas longtemps, mais elle aura un petit magot pour faire quelque chose. Et franchement, c'est tellement dommage que ce soit sur 300 ans d'existence. On parle pas de 50 ans, on parle pas de même 10 ans, on parle de 300 ans d'existence. Et le plus gros truc de fifou qu'elle fait, c'est qu'elle prend le bateau pour aller aux US au moment de la Première Guerre mondiale, je crois. Voilà, hein, parce que c'est plus trop safe. Mais quid de l'Asie, quid de l'Afrique, quid de l'Amérique du Sud? Rien du tout. Et c'est super dommage. Le monde est tellement vaste que effectivement ça aurait pu être exploité. Le seul truc, en fait, je pense que son truc à elle, et elle le dit au début, enfin on le sent, c'est l'art en fait. Elle a toujours aimé dessiner, ça a toujours été son truc. Dès qu'elle avait un peu d'argent, elle se payait des papiers, papier crayon. Sauf qu'en fait là, elle peut plus laisser de traces d'elle-même derrière. Donc dès qu'elle essaie d'écrire quelque chose quelque part, ça s'efface immédiatement. Donc forcément, elle ne peut pas se dédier à un art. Enfin, en tout cas pas à celui-là. Donc j'imagine qu'elle se rabat sur autre chose et que là où elle a trouvé une limite de son don qui est intéressante, c'est sa façon à elle de laisser sa trace. Et donc c'est peut-être ça qui la pousse, j'espère en tout cas, à côtoyer certains hommes. Pas tous, mais on comprend que certaines de ses relations sont quand même motivées par ce besoin de laisser une trace à travers, enfin voilà, de louvoyer avec les limites de son vœu. Mais c'est tout en fait. Voilà. Encore une fois, sur 696 pages. Voilà, donc j'ai pas trop compris cette obsession qui de base ne ressemble pas au personnage qui nous a été brossé. Et en plus, ces relations ne sont même pas... y en a certaines qui sont assez toxiques. Il y a juste un truc avec lequel je suis pas trop d'accord sur ce qu'a dit Mélo, c'est quand tu dis que la partie la bisexualité est traitée de façon anecdotique. Alors je dirais oui, c'est vrai, c'est traité de façon anecdotique. L'homosexualité aussi, en passant, parce qu'il y en a. Mais justement, j'aurais tendance à dire que c'est amené comme un non-sujet. Voilà, et en ça, je trouve que c'est plutôt bien, c'est-à-dire que c'est pas un sujet, c'est quelque chose d'intégrer comme étant normal et de présenter au lecteur comme étant complètement... pas quelque chose d'exceptionnel, pas quelque chose qu'on met en lumière, mais pas quelque chose de sale, d'anormal, de bizarre, quoi. Voilà, c'est juste un non-sujet, c'est une relation comme une autre. Et ça, en soi, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Alors, je disais anecdotique dans le sens la quantité, en fait. Ah oui, pardon. Oui, parce que du coup, elle couche avec je sais pas, on a au moins une dizaine de relations, en tout cas décrites nous, puis il y a beaucoup d'ellipses, donc il y en a plein qu'on n'a pas eu, je suppose. Ce sont des hommes, et il y en a une, c'est une femme, et en plus... Elle est très peu mise en lumière par rapport à toutes les relations qu'on voit avec des hommes. On nous raconte pas sa rencontre, on nous raconte quelques petites choses dessus, mais à peine. Toujours au niveau des relations, donc on va dire qu'il y en a deux principales, parce que c'est celles qui durent le plus dans le temps, mais les deux sont pas ok. Et d'ailleurs, pour moi, elles sont très superficielles, elles sont surtout très utilitaires. Je peux pas trop vous citer lesquelles, mais bon, bref, celle avec le personnage qui arrive aux 2 tiers, ils prétendent que c'est de l'amour, mais ils se rendent compte que c'est utilitaire, mais ils prétendent que c'est quand même de l'amour. Pour moi, ça c'est resté utilitaire quand même. Voilà, il n'y a rien qui a forgé leur lien autrement que par le fait qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Et ils sont pas tombés amoureux, ils n'ont pas eu de coup de foudre, et leur relation s'est pas forgée avec le temps non plus. Enfin, et pour ce qui est de l'autre relation, dont je vais pas pouvoir vous expliquer davantage, ça a un côté le beau ténébreux qui décide de quand on se voit et quand on se voit pas, et voilà, le côté un peu toxique classique, quoi. Alors, pour le coup, sur le côté utilitaire de la première relation que décrit Mélo très très bien, moi, mon réflexe, ça va être de dire, est-ce que c'est mal ? Est-ce que c'est un mal de se dire que voilà, il y a deux personnes qui sont tellement complètement seules dans l'univers que quand enfin elles se rencontrent et qu'elles comprennent, qu'elles se voient, voilà, est-ce que c'est vraiment un mal ? Et est-ce qu'on peut pas dire que c'est de l'amour ?
Tu vois, d'une certaine façon, pour moi, c'est une forme d'amour. Et ça, c'était ok. Maintenant, c'est plus leur réaction à tous les deux sur certains sujets qui restent, pour moi, très stéréotypés. Voilà. Hein. A few moments later. Attendez, petit aparté, parce que je pense que Mélo et moi, on n'a pas la même définition de ce qu'est le sentiment amoureux. Mais en même temps, c'est une question très pointue et très difficile, donc on va pas avoir le temps de l'exploiter maintenant. Mais non, pour moi, ils s'aiment. A few moments later. Et puis bah alors la deuxième relation, ça, effectivement, on peut pas rentrer dans les détails. Et pourtant, c'est celle qui revient le plus souvent et c'est la plus toxique. Mais bon, voilà, c'est un peu la base de l'histoire aussi. Enfin, ça va avec. Hein, voilà. Oui, puis ça met une certaine ambiance et je suis pas contre sa présence. C'est juste que bah, c'est un peu glorifié, c'est un peu on met un peu des paillettes sur cette relation-là, en fait, j'ai l'impression. Mais pas complètement. Donc, ça va encore. Enfin, parce qu'au final, elle aussi, elle finit par un peu tordre cette relation et l'utiliser pour en faire ce qu'elle veut. Enfin. Toute cette belle idée de vœux ratés et d'arrivée d'un démon qui va l'exaucer, etc., c'est très lié, en particulier dans les années donc au XVIIe siècle, à l'importance du christianisme dans les petits villages vs les dieux païens que certaines personnes révèrent toujours, et notamment une sorcière au fin fond de sa cahute qui est en fait une femme sage mais qui prie encore les anciens dieux. Il y a quand même un truc super méga dommage, c'est que la mythologie est exploitée zéro. Voilà. En fait, ce qui me dérange, c'est qu'il y a pas cet aspect fantastique qu'on aurait pu conserver, à savoir ne pas rencontrer le dieu du tout et juste se demander si elle n'était pas complètement zinzin, en fait. Donc on a la preuve que c'est de la fantaisie, qu'il y a une mythologie qui existe, une mythologie païenne, mais elle est zéro exploitée. Dire que les dieux du jour, on en entend parler, mais effectivement, on peut vraiment ne pas croire à leur existence. Et les dieux de la nuit, qui sont des dieux malfaisants, à ce stade, on n'en a rencontré qu'un. Et à un moment, il admet lui-même qu'il en a rien à faire de la guerre et que semer le chaos, c'est pas trop son truc. Alors du coup, on est en droit de se demander, c'est quoi son truc et pourquoi il est pourquoi il est considéré comme malveillant en fait. Enfin voilà, pas compris et trop dommage de ne pas avoir exploité jusqu'au bout cette idée-là. Parce qu'en fait, quand on fait la liste de tous les trucs qui auraient pu être exploités et qui auraient pu être sympas, y en a beaucoup, mais finalement, il n'y en a aucun qui sert vraiment à part le vœu d'Adi. Voilà. Et c'est très dommage. Oui, et en plus d'être un mauvais méchant dieu, il est, vers la fin, il est quand même un petit peu humanisé et ça participe à des choses que voilà, j'ai déjà critiquées par le passé, comme si ça faisait super longtemps, mais j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on filme. Voilà, c'est un petit peu dommage, en plus de son côté ténébreux qui est par la suite plutôt en mode ah oui, c'est un mauvais garçon, mais en même temps on l'aime bien quand même. Enfin, j'ai un peu du mal avec ce double langage. Et pour en revenir à l'art, donc ça c'est la dernière petite chose qui m'a un petit peu titillée. C'est qu'à un moment donné, on nous explique que les artistes, enfin, tout ce qui est le grand art, celui qui est vraiment très bien vu, qui a impacté l'histoire, en gros. Qui fait partie de la culture, etc. Ben, en fait, les artistes, ils n'ont pas pu le créer d'eux-mêmes, ils ont dû faire un pacte justement avec un dieu pour le faire, et je trouve ça dommage. À la limite qu'il y en ait quelques-uns, mais ça fait vraiment passer pour faire du grand art. Tu peux pas, t'as pas les compétences. Un humain peut pas avoir les compétences, faut forcément qu'il fasse un pacte avec un dieu et qu'il renonce à quelque chose pour y arriver. Voilà. J'ai eu un petit peu du mal avec cette notion, même si Mélie est venue arrondir les angles un peu. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on voit, alors c'est ce qu'on voit du côté de démons malfaisants, etc. Effectivement, Beethoven, enfin voilà, ils y passent tous. Mais de l'autre côté, quand on suit Adi, elle se présente elle-même comme comment elle dit, je sais plus, chercheuse de talent, un truc comme ça. Et en fait, le fil rouge conducteur autour de l'art dans cette histoire, c'est pas du grand art, c'est pas des pièces particulièrement connues, mais parce que j'imagine qu'il fallait les intégrer à son histoire, tu vois, sinon ça marchait pas. Mais en attendant, c'est pas des démons torturés, enfin c'est pas des personnes torturées qu'elle rencontre. Voilà, donc c'est que
d'une certaine façon, il y a des gars, ils font un tabac et ça marche super bien sans qu'ils aient rencontré ou fait un pacte avec le diable. Voilà. Mais je suis assez d'accord sur l'idée. Maintenant, ça entretient et ça reste une idée qui est très répandue, comme quoi pour être un artiste, il faut être absolument torturé, et qui dit torturé dit qu'il a fait un pacte avec le diable, quoi. D'ailleurs, on vous avait dit que du coup la partie historique n'était pas très creusée, mais il y a quand même pas mal de grands noms du milieu artistique qui sont cités. Voilà, ça, je pense qu'on peut quand même rendre ça à l'œuvre. Et puis voilà, bah on a fait le tour. Je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur ce roman. Si vous voulez, moi, ma conclusion, parce que Mélo a donné la sienne qui est très juste, je dirais que je ne comprends pas la hype, en fait. Je comprends pas qu'il n'y ait pas eu pas de critiques, mais que le succès ne soit pas un peu plus mitigé, en fait. Voilà, parce que il y a quand même, on peut avoir apprécié l'histoire, on peut avoir apprécié le côté romantique, pourquoi pas, mais par contre qu'il n'y ait pas eu d'autres commentaires sur... Enfin voilà, que le succès global est absolument délirant qu'a eu ce roman, moi je comprends pas trop. Voilà. Par ailleurs, je tiens à dire que V.E. Schwab, moi j'ai adoré Shades of Magic. Donc voilà, c'est pas l'autrice que j'aime pas, c'est pas sa plume que j'aime pas, c'est pas la traduction que j'ai pas aimée, c'est l'histoire qui, pour moi, n'a pas fonctionné. Oui, et c'est pas un mauvais roman. D'ailleurs, en parlant de V.E. Schwab, moi pour le coup j'étais un petit peu plus mitigée avec Shades of Magic, c'était une bonne lecture, mais j'ai pas été... Ça m'a pas aussi enjaillé que la plupart des lecteurs, mais j'avais apprécié. En tout cas, j'avais plus apprécié le contenu que celui-ci. Mais voilà. C'est pas un mauvais roman, donc si vous, ça vous intéresse, ça vous intrigue toujours, n'hésitez pas à le lire, parce que vraiment, l'écriture est très bien. C'est juste que c'était peut-être pas nécessaire d'en faire 700 pages. C'est ça, c'est juste long. Voilà, en attendant, j'espère que cette comparaison aura été intéressante. N'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous en avez pensé quand vous l'avez lu. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures.